Alors aujourd'hui, nous allons continuer les oscillations libres non amorties. Je répète, bon, oscillation, c'est un mouvement de va-et-vient. Libre, cela signifie en l'absence de force extérieure. En l'absence de force extérieure, lorsque je donne une impulsion à un tableau, à une masse, elle commence à vibrer. Ce sont des oscillations libres. Par contre, si la force extérieure est permanente au cours du temps, j'appellerai cela des oscillations forcées. Donc, nous sommes en train d'étudier les oscillations libres, c'est-à-dire sans force extérieure, non amorties. En mécanique, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas de frottement. En réalité, non amorti, cela signifie en l'absence, ou bien cela signifie que l'énergie totale est une constante. L'énergie totale n'est pas consommée par les frottements en mécanique ou bien la résistance R en électricité. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un mouvement de rotation. Je rappelle ce que signifie un mouvement de rotation. C'est un mouvement qui se fait autour d'un point fixe et une longueur constante. La masse M, elle a un mouvement suivant une longueur constante et autour d'un point fixe. Alors, le pendule classique, il y a une position M, un angle θ. La similitude avec le ressort, la similitude du mouvement du pendule avec le mouvement des ressorts, c'est que le ressort, il a une position d'équilibre statique, c'est-à-dire il ne bouge pas. Si je l'écarte de sa position d'équilibre, apparaîtra une force qui aura tendance à le ramener, à le renvoyer, à le rappeler à sa position d'équilibre. Cette force de rappel, du moment qu'elle est en sens inverse du mouvement, elle est toujours négative. C'est la même chose pour le pendule harmonique. Il possède une position d'équilibre statique qui est la verticale. Si je l'écarte de sa position vers la gauche ou vers la droite, apparaîtra un moment de rappel, un moment de rappel qui tendra à le ramener à sa position d'équilibre. C'est un moment de rappel, donc il sera toujours négatif par rapport à θ. Alors, par la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire c'est celle de Newton, 1632, je dirais sans des moments et non pas sans des forces, égale Jθ seconde. Θ seconde est la dérivée seconde de l'angle θ, bien sûr. Quelles sont les forces qui apparaissent sur ce pendule? J'ai bien sûr le poids P qui est vertical et j'ai la tension qui retient la masse. La masse ne tombe pas parce qu'elle est retenue par la corde, la tension de la corde. Voilà les deux forces qui existent dans cette masse-là. Alors, ces deux forces-là, j'ai le droit de décomposer la force du poids en deux forces parallèles. Le poids est vertical, comme ceci. J'ai le droit de le décomposer en deux forces verticales, en deux forces perpendiculaires. Donc, une force sera dans le prolongement de la tension T et une autre force qui lui sera perpendiculaire. De telle manière que la somme de ces deux forces va me donner le poids T. L'angle θ que j'ai ici, il se retrouve là. Donc cette force-là, c'est P cosinus θ. La force qui lui est perpendiculaire, c'est P sinus θ. De telle manière que la somme de ces deux composantes, P cosinus θ plus P sinus θ, ça va me donner le poids P. Somme des moments égale Jθ seconde. Quels sont les moments qui auront tendance à faire tourner la masse M? Les forces qui auront tendance à faire tourner la masse M, ce sont les forces qui sont perpendiculaires à elle, qui sont perpendiculaires au rayon. Une force qui n'est pas perpendiculaire au rayon,
elle n'aura tendance à le faire basculer ni vers la droite ni vers la gauche. La force qui aura tendance à faire basculer mon bras, c'est la force qui est perpendiculaire au rayon. Donc, les moments de T, moment de P cosinus θ, moment de P sinus θ, par le rayon ou bien la longueur L, ce qui va me rester, c'est uniquement le poids P. Alors, si mon repère X, Y est vers le haut comme ceci, P sinus θ, c'est un moment de rappel. Il aura tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que je déplace mon pendule, apparaîtra un moment de rappel qui aura tendance à le ramener à sa position d'équilibre. À le ramener, c'est-à-dire l'angle θ sera toujours, le moment de rappel sera toujours négatif par rapport à θ. Moins mgl sinus θ, peut-être que je suis allé trop vite, je vais écrire moins P L sinus θ égale jθ seconde. Ce qui va me donner moins mgl sinus θ égale, à quoi est égal le moment d'inertie de la masse m? Si je considère que la masse m est ponctuelle, son moment d'inertie par rapport au rayon, c'est la masse multipliée par la longueur au carré. Ceci, c'est le moment d'inertie de la masse m, θ seconde. D'où l'équation différentielle sera θ seconde plus g sur l, je divise par ml au carré, sinus θ égale à 0. Ceci, c'est l'équation différentielle du mouvement. C'est une équation différentielle du mouvement. Nous avons dit au premier cours que tous nos problèmes que nous aurons à considérer auront deux étapes. La première étape, à partir d'une loi de la physique, il s'agit d'arriver à une équation différentielle du mouvement. C'est une étape physique. La deuxième étape, c'est une étape purement mathématique. Comment résoudre cette équation différentielle pour trouver l'équation horaire. Ceci, c'est toujours la deuxième étape de tous les exercices que nous aurons à traiter. Donc, l'équation différentielle a été trouvée. Maintenant, il s'agira de déterminer l'équation horaire. C'est une étape purement mathématique. Cette étape, je ne vais pas la faire maintenant. Je vais d'abord entamer, petit b, la méthode énergétique. La méthode énergétique pour l'étude du mouvement de ce pendule, où je dois trouver la même équation différentielle. Alors, si j'ai la même équation différentielle, que ce soit pour la méthode de Newton ou pour la méthode de Lagrange, je ferai la même résolution pour aboutir à l'équation horaire. Donc, petit b, méthode énergétique. La méthode énergétique, c'est la méthode de Lagrange, bien sûr. La méthode de Lagrange, le physicien Lagrange nous demande, pour chaque problème de vibration, il nous demande de déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Il nous définit une nouvelle fonction qu'on va appeler le Lagrangien. C'est une fonction théorique qui n'a pas de sens physique. Il nous demande de calculer le Lagrangien qui est T-U égale. Après avoir trouvé le Lagrangien, théorème de Lagrange, l'équation différentielle du mouvement est donnée par l'équation différentielle du mouvement est donnée par l'équation que Lagrange a trouvée, dl sur dérivée. Quel est mon degré de liberté, entre guillemets, l'inconnu que je suis en train d'utiliser dans ce pendule-là? L'exercice que j'avais fait auparavant, c'était tel ressort. Le degré de liberté, c'était x. Maintenant, le degré de liberté, c'était θ. Donc, je vais dériver par rapport à θ point d'abord, puis je vais lui retrancher dl sur dθ égale à 0. Ce que j'ai écrit en rouge, c'est la méthode de Lagrange. C'est la méthode qu'on va appliquer pour tout, 100%, tout exercice de rotation. Si j'ai un problème de translation,
je ferai la méthode que j'avais faite pour le ressort. Je dois déterminer l'énergie cinétique potentielle, je dois calculer mathématiquement le Lagrangien. En faisant les dérivés par rapport à x point x, je trouverai l'équation différentielle du mouvement si c'est un mouvement de translation. Ça veut dire sur une ligne. Maintenant, si j'ai un mouvement de rotation, c'est toujours 100% la méthode à suivre. Pour ne pas vous dire à l'examen, voilà ce que vous devez utiliser. Vous devez calculer l'énergie cinétique potentielle Lagrangien et dériver par rapport à θ point si il y a un problème de rotation. L'énergie cinétique pour un problème en rotation, nous l'avons vu au premier cours, nous avons dit deux formes seulement dans notre programme de l'énergie cinétique, soit 1 demi de mx plein carré, si j'ai un mouvement de translation, soit 1 demi de j θ point carré, si j'ai un problème de rotation, 1 demi de j θ point carré. L'énergie potentielle, très longue discussion, surtout lorsque j'ai une masse qui balance autour de la verticale. On va rediscuter de ça, soit en TD, soit en faisant quelques exercices d'application. Alors, si j'ai une masse qui balance autour de la verticale, elle va engendrer des oscillations. Alors, si j'ai mon axe, si j'ai un axe, un repère cartésien, l'axe dy vers le haut, l'axe dx vers la droite, l'énergie potentielle pour une masse qui est située sur la verticale, qui oscille autour de la verticale, elle sera toujours mgy. Il existe plusieurs procédés pour déterminer ces deux énergies, plusieurs méthodes. Alors J, 1 demi 2. Le moment d'inertie pour une masse ponctuelle, c'est toujours cette masse-là, M, multipliée par la longueur au carré. Ceci étant le moment d'inertie d'une masse ponctuelle, θ point carré. Maintenant, mg. Dans ce repère bleu que j'ai tracé, à quoi est égal l'ordonnée de la masse M dans le repère cartésien? Il existe, j'ai dit, plusieurs méthodes. La méthode que nous appliquons, c'est celle-ci, mgy, à condition que la masse soit sur la verticale et qu'il y ait des oscillations autour de la verticale. En prenant ce repère-là, y dirigé vers le haut et x vers la droite, l'énergie potentielle elle est toujours donnée par mgy. À quoi est égal l'ordonnée de m dans ce repère? Cette ordonnée-là, elle est égale à moins L cosinus θ. Donc, Y, dans notre repère, c'est moins mgl cosinus θ. Le Lagrangien sera 1 demi de ml au carré, θ point au carré, moins l'énergie potentielle, c'est-à-dire plus mgl cosinus θ. Lagrange nous dit, une fois que vous avez trouvé le Lagrangien de n'importe quel mouvement, son équation différentielle elle est donnée par cette forme. C'est le théorème de Lagrange. Je dérive le Lagrangien par rapport à θ point. Je rappelle que θ et θ point, ce sont deux variables indépendantes. C'est-à-dire la dérivée de θ point par rapport à θ ou bien θ par rapport à θ point, ce sera 0. La dérivée de Lagrangien par rapport à θ point, ça va être 2 fois 1 demi, 1, ml au carré, θ point. La dérivée par rapport à θ point, 0, il n'y a pas θ point, tant mieux. La dérivée par rapport à t, du Lagrangien par rapport à θ point, égale, nous l'avons vu, même raisonnement pour le ressort, θ point c'est la dérivée de θ par rapport à t, dérivée de la dérivée par rapport au même paramètre, le temps, c'est la dérivée seconde. La dérivée seconde, je l'écris ml2 θ seconde.
Dérivé de Lagrangien par rapport à θ. Je dérive par rapport à θ 0, tant mieux. Dérivé de MGL cosinus θ par rapport à sinus θ, ça va me donner moins MGL sinus θ. D'où l'équation différentielle du mouvement d sur dt cette équation-là, d sur dt de dl sur dθ point, ml2 θ seconde, moins dérivé de Lagrangien par rapport à θ, c'est plus mgl sinus θ, égale à 0. Et bien sûr, ou bien heureusement, je retrouve la même équation différentielle que celle que j'avais trouvée avec la méthode dynamique. Bon, je vous informe que tous les problèmes de rotation, ils sont beaucoup plus facilement résolvables par la méthode énergétique que par la méthode de relation fondamentale de la dynamique. C'est cette méthode que tous vos enseignants vont utiliser pour traiter tout problème de rotation, que ce soit pendule, que ce soit une poulie autour de son centre, que ce soit une poulie qui roule sans glisser. Tous les problèmes de rotation seront traités par la méthode énergétique. Alors que ce soit la méthode de Newton ou bien la méthode de Lagrange, on retrouve la même équation différentielle. Quelle est l'étape qui nous reste maintenant? C'est résoudre cette équation différentielle. Donc, petit c, je vais écrire résolution de l'équation différentielle ou bien recherche de l'équation horaire. C'est la même chose. Alors, petit c, équation horaire. C'est toujours la question finale de tous les problèmes que nous allons traiter. Alors, mon problème dans ce sous-chapitre, j'ai une équation différentielle égale à 0. Ce qu'on me demande, c'est déterminer l'équation horaire, c'est-à-dire trouver l'angle θ en fonction du temps. Voilà la question à laquelle on doit répondre. Donc, θ seconde plus g sur L sinus θ, à quoi est égal θ? Eh bien, la réponse est simple. Il n'y a pas de solution analytique. On ne sait pas résoudre cette équation différentielle. Parce qu'on ne sait pas résoudre cette équation différentielle, elle est non linéaire. Une équation différentielle linéaire, c'est quand vous avez une constante par θ seconde, plus une autre constante par θ point, plus une autre constante par θ égale f de t. Quand vous avez θ puissance 1, θ point puissance 1, θ seconde puissance 1, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle linéaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre équation différentielle. Donc, analytiquement, une solution exacte, qui n'est pas approchée, ça n'existe pas. Alors, au lieu de rester les bras croisés, en train de regarder cette solution, en train de regarder cette équation, qui n'a pas de solution, en tant qu'ingénieur, je vais dire, je ne cherche pas la solution exacte à 100%, mais je vais me contenter d'une solution approchée. Approchée à 80%, 90%, 95%. Parce qu'un ingénieur, il n'a pas besoin de la solution exacte, d'une solution numérique exacte. Ça ne sert absolument à rien pour un électronicien de trouver une résistance égale 32,7813 ohms. Ça ne sert à rien de trouver un résultat pareil, puisque cette résistance n'existe pas. Cette résistance n'existe pas. Les valeurs, elles sont nominales, homologuées. Peut-être même que 32 n'existe pas. Peut-être que vous allez avoir une résistance de 33 ohms
et vous allez vous contenter de cette résistance de 33 ohms qui va approcher 32,7813 qui n'existe sûrement pas sur le marché. Donc un ingénieur, très souvent, il n'a pas besoin de la solution exacte. Une solution approchée, ça lui suffit largement. Alors, qu'est-ce que c'est cette solution approchée? Vous avez étudié l'année passée les développements limités. Qu'est-ce que c'est cette histoire de développement limité? Alors, les fonctions transcendantes, ce sont les fonctions qui s'écrivent généralement avec des lettres alphabétiques. Par exemple, sinus x, cosinus x, par exemple, arc tangente x, sh x, arg chx, par exemple, logarithme de x, exponentielle de x, racine de x, 1 sur 1 plus x. Ces fonctions-là, lorsque je les rencontre dans des équations, je peux les approximer. Je peux les approximer par une fonction polynomiale. Je peux les approximer à une fonction polynomiale. Une fonction polynomiale elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus maniable que ces fonctions-là, sinus, cosinus, arc tangente, arc ch, etc. Donc, si l'angle uniquement, si je ne peux pas résoudre cette équation différentielle, si je ne peux pas faire une intégrale ou quoi que ce soit, je vais faire recours au développement limité. Les développements limités, si vraiment vous ne pouvez pas résoudre une équation, qu'elle soit linéaire ou pas, qu'elle soit différentielle ou pas, si je suis bloqué, au lieu de rester les bras croisés en train de regarder cette équation qui n'a pas de solution exacte, alors je vais me contenter d'une solution approchée, c'est-à-dire je vais utiliser les développements limités pour chaque fonction. Exemple très simple, nous sommes en 2021, personne ne sait résoudre cette équation. Par exemple, x seconde plus exponentielle x égale 0. C'est une équation non linéaire et il n'y a pas de méthode analytique pour résoudre cette équation. J'aurais pu écrire cosinus x, j'aurais pu écrire tangente x, par exemple. Je ne sais toujours pas les résoudre. Donc cette équation-là, je me dis si x est proche de 0, je peux me contenter d'une solution approchée. Je vais remplacer exponentielle x. Je vais remplacer exponentielle x par une fonction qui lui est approchée. Égal à 0. Est-ce que je sais résoudre cette équation du troisième degré? Personnellement, je ne sais pas la résoudre. Donc, je vais éliminer le dernier terme. Est-ce que je sais résoudre cette équation, qui sera moins précise, bien sûr? Est-ce que je sais résoudre cette équation? Oui, bien sûr. ax2 plus bx plus c, delta égale b au carré moins 4ac. Je vais avoir la solution. Donc, au lieu de résoudre cette équation, où il n'y a pas de méthode analytique pour la résoudre, au lieu de chercher une solution exacte à 100%, je vais me contenter d'une solution approchée. La solution de cette équation-là, facile à résoudre, sera proche de celle-ci à 90%, 95%, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire pour cette équation différentielle. Je ne sais pas résoudre cette équation différentielle non linéaire. Je vais me contenter d'une solution approchée. Je vais me dire le développement limité de sinus θ, il est égal à θ moins θ3 sur factoriel 3 plus etc. Est-ce que je sais résoudre cette équation-là, θ avec θ3? C'est une équation non linéaire, donc je vais me contenter du premier terme seulement. Lorsque θ est faible, je vais me contenter uniquement du premier terme. Je rappelle que θ faible, cela signifie θ inférieur à 1. Inférieur à 1 quoi? Ce n'est pas inférieur à 1 degré ou à 1 grade, non.
Tant que θ est inférieur à 1 radian, cette série-là est convergente. Si θ est supérieur à 1, cette série-là sera divergente. Donc, les développements limités, on peut les appliquer à condition que x soit inférieur à 1. Sinus x égale à x, si x est inférieur à 1 quoi? 1 radian. Et 1 radian, c'est beaucoup. C'est quand même 57 degrés, 1 radian. Donc, si θ est faible, je vais me proposer de résoudre cette équation différentielle. Alors, l'équation différentielle écrite sous cette forme, elle est beaucoup plus sympathique sous cette forme. Il n'y a ni sinus ni cosinus. Alors, comment je vais la résoudre? Comme je fais pour le ressort, je vais dire G, c'est une constante. Là, ce n'est pas un vecteur, c'est une constante, 9,81 positif. L, la longueur de la corde, c'est une constante aussi. G sur L est une constante. J'ai le droit de l'appeler oméga 0 carré pour montrer que c'est une quantité qui est toujours positive. Alors, θ seconde plus oméga 0 carré, θ égale à 0, avec oméga 0 égale racine de G sur L, ou bien si vous voulez oméga 0 carré égale G sur L. Je ne vais pas refaire la même démonstration parce qu'elle est exactement similaire que pour le ressort. Lorsque j'ai une équation différentielle x seconde plus oméga 0 carré x égale à 0, nous avons dit la dernière fois, la solution avait 5 formes différentes. 2 formes complexes qui ne m'intéressent pas, parce que l'équation horaire, c'est en physique, c'est une fonction pratique. Je ne sais pas ce que c'est. X égale 2 plus 3i cm. De même, θ, je ne sais pas ce que signifie θ égale 2 plus 3i radian. Alors en physique, je vais toujours opter pour une solution réelle. La solution réelle que nous avions choisie, c'était cosinus. À chaque fois que j'ai une équation différentielle pareille, je vais dire donc θ égale à cosinus oméga 0 qui est plus 8 avec oméga 0 qui est égal à la racine de G sur L. Voici l'équation horaire du pendule. C'est une équation sinusoïdale, c'est un mouvement harmonique, équation horaire du pendule. Alors, tous les exercices qu'on aura à traiter dans les oscillations libres non amorties, on va trouver bien sûr, si c'est un oscillateur, on va toujours trouver cette forme A cosinus oméga 0 t plus 8. Oméga 0, je dois toujours spécifier ce que c'est. Grand A, c'est l'amplitude du mouvement. Phi, c'est le déphasage que je vais déterminer avec les conditions initiales. Shorot l'ibtidaiya. Si on ne me donne pas de conditions initiales, je ne pourrai pas trouver A et phi. Et je vais laisser l'équation telle qu'elle. Je vais laisser l'équation telle qu'elle, comme ceci. Si dans un problème, j'ignore les conditions initiales, Shorot l'ibtidaiya, il m'est impossible de déterminer A et phi. Il me faut 2 conditions initiales pour que je puisse les déterminer. Alors peut-être qu'on va calculer maintenant que ce soit pour le pendule harmonique ou bien pour le ressort, à quoi est égale l'énergie totale. L'énergie totale. Alors, déterminons l'énergie totale d'un oscillateur. L'énergie totale d'un oscillateur.
les calculs sont pratiquement les mêmes, que ce soit pour un mouvement de translation ou de rotation. Je vais choisir pour le ressort l'oscillateur harmonique. Pour une masse accrochée à un ressort, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mx point carré. L'énergie totale, c'est 1/2 de kx carré. À partir de ces deux énergies, le cours que j'avais fait la dernière fois, nous avions trouvé l'équation différentielle mx seconde plus kx égale à 0, et l'équation horaire, c'était A cosinus oméga 0 t plus i avec oméga 0 égale racine de k sur r. Pour des oscillations libres non amorties, l'énergie totale est une constante. Elle n'est pas consommée par les frottements et elle n'est pas alimentée à chaque fois par une force extérieure. Donc, essayons de montrer que cette énergie totale est vraiment une constante. L'énergie totale, E, c'est égal à T plus U, par définition. C'est la somme des énergies cinétiques et potentielles. Donc, E égale 1/2 de mx point carré plus 1/2 de kx carré. Pour que l'énergie totale soit une constante, je dois me débrouiller pour éliminer les x et les x points. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement remplacer x par sa valeur en fonction du temps et x point par sa valeur en fonction du temps. Donc dans ce cas-là, x point c'est égal à moins oméga a cosinus oméga 0 t plus. Qu'est-ce que je vais avoir ici? E égale 1/2 de m. X point carré, c'est oméga carré, a au carré, sinus carré, oméga 0 t plus u, plus l'énergie potentielle qui est 1/2 de k, x au carré, c'est cette quantité-là, a au carré, cosinus carré, de oméga 0 t plus u. Je dois montrer que cette quantité-là, énergie totale E, est une constante. Je vois qu'il y a toujours un paramètre. Tout à l'heure, il y avait x et x points. Maintenant, j'ai le paramètre t. Pour que l'énergie totale soit une constante par rapport au temps, il faudra que le paramètre t disparaisse. La question que je vous pose, comment je vais faire disparaître t à partir de cette équation-là? Alors, je regarde de plus près. Je vois une constante, sinus carré, plus une constante différente, cosinus carré. Du moins, une constante qui me paraît différente. Si je pouvais montrer que ces deux constantes-là sont les mêmes, j'aurais K, une certaine constante, sinus carré, plus la même constante, cosinus carré. Et le tour est joué. Donc, il me faudra prouver, montrer que ces deux constantes-là sont les mêmes et elles doivent être les mêmes si je n'ai pas fait d'erreur. Ça doit être la même constante là et là pour que je puisse mettre cette constante facteur 2, sinus carré plus cosinus carré égale 1, le temps t va disparaître. Donc, regardez avec moi, est-ce que ces deux constantes-là sont les mêmes? Je vois 1/2, a au carré, là j'ai oméga, m oméga carré, et là j'ai k. Je vais consulter ce que j'avais écrit plus haut. J'ai bien m oméga 0 carré qui est égal à k. En élevant cette équation au carré à gauche et à droite, en transposant le m, voilà ce que je vais avoir. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. M oméga 0 carré est k. Donc cette énergie totale, elle est égale à 1/2 de M oméga 0 carré, A au carré,
facteur de sinus carré plus cosinus carré, la même quantité, C1, ce n'est pas la peine que je l'écrive. J'aurais pu mettre un demi de Ka au carré en facteur, c'est la même chose. Un demi de Ka au carré, à gauche et à droite. J'aurais eu un demi de Ka au carré, sinus carré plus cosinus carré, c'est toujours 1. Et qu'est-ce qu'il va me rester? L'énergie totale égale un demi de M, c'est une constante, oméga 0 carré, elle ne varie pas en fonction du temps. L'amplitude, c'est une constante que je vais déterminer avec les conditions initiales. Si je n'ai pas de conditions initiales, je vais tout simplement considérer que l'amplitude A est une constante, et elle est. Alors voilà l'expression de l'énergie totale lorsqu'il s'agit des oscillations libres non amorties. Pour masse ressort, bien sûr. Essayons de faire peut-être un petit graphe pour expliciter ce que nous avons fait. Alors, sur un repère orthonormé, en fonction de T, si j'essaie de tracer le graphe de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique en rouge, elle est égale à 1 demi de constante multipliée par sinus carré. C'est égal à constante multipliée par sinus carré. Ce maximum-là, c'est 1 demi de M oméga 0 carré A au carré. C'est celui de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique en fonction de T, c'est un sinus carré. Essayons de tracer maintenant le graphe de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle en bleu, c'est 1 demi de Ka au carré cosinus carré. C'est la même constante. C'est la même constante. Et cette fois-ci, c'est un cosinus carré. Je vais essayer de respecter l'échelle. Alors, en bleu, c'est le graphe de l'énergie potentielle, U. À chaque instant, si je fais la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, je trouverai l'énergie totale E en vert. L'énergie totale E, elle est égale à quoi? À chaque instant T, elle est égale à l'ordonnée rouge plus l'ordonnée bleue. L'énergie totale serait égale à cette quantité-là. La somme du graphe bleu plus le graphe rouge est égale à cette constante verte. À tout instant T, j'ai cette ordonnée plus cette ordonnée. Si l'échelle était respectée, j'aurais trouvé ce point-là. À tout instant, là, ça devrait être au milieu. Alors, à tout instant T, cette ordonnée plus cette ordonnée, ça doit donner le vert. Ceci, c'est le graphe pour montrer que l'énergie totale, ou l'oscillation libre non amortie, c'est bien une constante. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.
لا ربما تحبس. او ينغوجيستخي شي قرايه حمراء يشعلها هاي بصح حنا بزاف